Bonjour bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième cours de droit social. Je m'excuse pour la semaine dernière, j'ai eu un problème technique, donc j'ai pas pu enregistrer le cours parce que j'avais un problème de connexion. Et là, j'espère que tout se passera bien. Donc, ce cours, il sera euh, consacré à la rupture de contrat de travail. Donc, on a vu ce que c'était un contrat de travail. On a vu quelles sont les sources au début, le contrat de travail, comment il est suspendu. Aujourd'hui, on va parler de la rupture de travail. Pour les participants, vous n'êtes pas très très nombreux. Juste écrivez oui que vous m'écoutez très très bien et c'est bon. Vous pouvez juste m'écrire ou dire qu'il n'y a pas de problème de sang ni de problème de... Non? Vous m'entendez? D'accord, parfait. Donc, pour le contrat de travail, comme tout, n'importe quel contrat qu'on signe, à part certains types de contrats comme le contrat de mariage, mais la majorité des contrats qu'on signe, et même le contrat de mariage, il n'est pas à perpétuité, il n'est pas perpétuel, il peut avoir fin. Le contrat de travail, pareil, il n'est pas perpétuel. Le salarié peut à tout moment reprendre sa liberté et on appelle ça la démission. Donc, quand c'est le salarié qui décide de rompre le contrat de travail, on parle de démission. Quand c'est l'employeur qui décide de rompre ce contrat, là, on va parler, il s'agit d'un licenciement. Dans ce cas, quand c'est l'employeur qui, euh, qui prend l'initiative d'arrêter le contrat de travail, on parle d'un licenciement qui peut être négocié. L'employeur et le salarié, ils vont convenir à des conditions de la rupture de contrat de travail qui les lie. Cette rupture résultera d'une convention signée par les deux parties. Le Code du travail traite des différents modes de cessation du contrat de travail. Et donc, avant même d'entamer ce chapitre qui est du contrat de travail, que ce soit à durée indéterminée, ou déterminé, il constitue la plupart des cas. Il convient de souligner que même la rupture d'un CDD avant son terme donne lieu à des dommages et intérêts au profit de la partie qui a subi le dommage. Donc le licenciement ne concerne pas que le CDI. Et même la négociation de licenciement, elle ne concerne pas que le CDI. Même un CDD, s'il est rompu de manière rompu de manière surprenante ou que l'employeur décide qu'en fin de compte, vous avez signé un CDD de 1 an et vous n'êtes pas arrivé à terme de ce CDD et que l'employeur met fin à ce contrat, normalement, ça donne aussi droit pas normalement, juridiquement, ça donne droit à des dommages et intérêts. En principe, le contrat à durée déterminée prend fin par deux modalités. Donc, on va parler premièrement du contrat de durée déterminée avant du CDD, avant de parler du CDI. Donc, les deux modalités, soit au terme fixé par les parties, c'est-à-dire qu'il y a un accord, soit à la fin du travail qui a fait l'objet du contrat. Dans ces deux cas, il y a lieu à aucune indemnité ou préavis. Si les deux parties ils se mettent d'accord pour mettre fin au CDD, donc il n'y a pas d'indemnité parce que les deux parties sont quelque part consentantes à mettre fin à ce contrat, ou le CDD, il va prendre fin tout simplement parce que c'est la fin de la mission, c'est la fin du contrat. Que se passe-t-il en cas de rupture non motivée avant le terme ou avant la fin du travail qui est objet de notre contrat CDD? Une rupture non motivée, au sens de l'article 33, signifie l'absence de faute grave ou de force majeure. C'est-à-dire que le salarié, il accomplit ses obligations et il n'a pas commis ni de faute grave, et il n'y a pas de force majeure, comme le Covid. Par exemple, le Covid peut être considéré comme une force majeure. Que la rupture, elle soit provoquée par l'employeur ou le salarié, le Code prévoit un régime d'indemnisation applicable dans les deux cas. Il y a lieu à des dommages et intérêts, et le montant de ces dommages et intérêts équivaut au montant des salaires correspondant à la période allant de la date de rupture jusqu'au terme fixé par le contrat. Bien sûr, si quelqu'un il va signer un CDD de 1 an
renouvelable 1 an. Il vient de commencer son CDD, même pas 6 mois, et on vient de rompre ce contrat. On va prendre en considération combien de mois il a travaillé. C'est pas... Bon, il a pratiquement fini les 2 ans, donc il n'aura pas la même indemnité. Le temps que le salarié passe à accomplir son contrat compte dans l'indemnisation et compte dans la valorisation des dommages et intérêts que recevra le salarié en cas de cette rupture, qui n'est bien sûr pas motivée ni par une faute grave et qui n'est pas motivée par une force majeure. Ça concerne notre CDD. Donc, pour le CDD, voilà, quand il y a une rupture qui n'est pas motivée, comme on l'a dit, dans ce cas-là, dans les 2 cas, que le salarié décide de partir rompre le contrat ou que l'employeur décide de rompre le contrat, il y a une indemnité. Pour ce qui concerne la rupture de contrat à durée indéterminée, ça c'est plus sérieux parce que le CDI, il y a bien sûr, il y a plus de choses à dire quand il s'agit du CDI. La première chose, soit la rupture, elle va venir du salarié, c'est-à-dire on va parler de la démission. Le contrat à durée indéterminée peut prendre fin par la volonté du salarié, au moins une démission portant signature légalisée. Donc, pour qu'on sache qu'un salarié va démissionner, il va faire une demande, une démission qui doit être rédigée, signée, et c'est la signature légalisée. La démission est l'expression de la volonté unilatérale du salarié de quitter l'entreprise pour diverses raisons, sous réserve de l'accomplissement d'une période de préavis. Le Code de travail a introduit une innovation de taille en matière de démission. En effet, celle-ci doit comporter la signature du salarié légalisée par l'autorité compétente. Ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, cette démission, elle doit être légalisée. Ainsi, l'obligation de la légalisation de la signature du salarié implique nécessairement la rédaction, comme je vous ai dit, par écrit de la démission, qui ne peut par conséquent être valable. S'il n'y a pas cet écrit, cette condition de forme, la démission n'est pas valable. Le salarié n'est donc tenu d'aucune obligation d'indemnisation. La seule obligation qui lui est encombrée serait celle du préavis. Ce préavis, quand on parle de préavis, c'est quoi? Donc, dans un contrat à durée indéterminée, la rupture unilatérale est subordonnée en l'absence de faute grave de l'autre partie au respect du délai de préavis. Donc, il faut que le salarié ait donc l'obligation de respecter un délai de préavis, ce qui s'explique, hein, c'est une question de bon sens qui permettra à l'employeur de pouvoir lancer les recherches pour trouver une autre personne, un autre salarié qui va reprendre la mission du salarié démissionnaire. Et c'est l'article 43, alinéa 2 du Code de travail qui dispose que le délai et la durée du préavis sont réglementés par les textes législatifs et réglementaires. En d'autres termes, ce n'est pas le salarié et l'employeur qui négocient le délai de préavis, mais les délais de préavis, c'est quelque chose qui est imposé légalement. C'est une imposition légale. Est-ce que... Je vois Asma, non, vous voulez dire quelque chose? Vous voulez prendre la parole? Ok, Asma Nour qui veut prendre la parole, mais en fin de compte, non. Alors, donc, comme je vous ai dit, c'est les textes qui décident des délais des préavis. Le même article, il prévoit aussi que ce délai peut être fixé sans qu'il soit inférieur à celui prévu par les textes législatifs ou réglementaires à peine de nullité par le contrat de travail, la convention collective, le règlement intérieur et les usages. C'est-à-dire que dans le cas où on va le négocier, il ne doit pas être moins que le délai qui a été décidé par le texte législatif. Il ne doit jamais être inférieur au délai fixé par les textes législatifs. Donc le délai, mais normalement, la majorité des contrats qu'on signe, ils respectent le délai de préavis tel qu'il est conçu par le texte législatif. Donc les délais, c'est quoi? Attendez juste une seconde, ok. Alors, le délai des préavis de la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est fixé comme suit. Pour les cadres et assimilés selon leur ancienneté. 1 an à 5 ans, de 1 an à 5 ans, ils ont 1 mois.
Plus de 5 ans, c'est 2 mois. Plus, non, pas de 1 an à 5 ans, c'est 1 mois. 5 ans, c'est 2 mois. Plus de 5 ans, c'est 3 mois. Pour les employés et les ouvriers selon leur ancienneté, moins d'1 an, c'est 8 jours. De 1 an jusqu'à 4 ans, c'est 1 mois. Et quand c'est plus que de 5 ans, c'est 2 mois. Donc, pour les salariés, la majorité des cas, c'est 3 mois quand ils dépassent parce qu'on a énormément de salariés, donc c'est les 3 mois. Donc, le code a envisagé plusieurs cas avec un régime juridique spécifique pour chacun d'entre eux. Mais tout d'abord, il convient de souligner que le code de travail, conformément aux conventions internationales ratifiées par le Maroc, a précisé les motifs qui peuvent justifier un licenciement à qui sont relatifs à là, maintenant, je vous parle du licenciement. Donc là, on a parlé de la démission. La seule obligation qu'incombe aux salariés quand ils démissionnent, c'est de respecter le préavis, le délai de préavis. Donc ça, c'est la démission. Pour ce qui est du licenciement, le licenciement qui posait problème, le code de travail, il a été juste harmonisé avec les conventions signées, internationales signées et ratifiées par le Maroc, et qu'un licenciement, il doit être motivé et justifié. L'activité syndicale du salarié ou des délégués des salariés, donc si on a un salarié qui a une activité syndicale ou il est délégué de salariés, ils ne peuvent pas justifier son licenciement. On ne peut pas justifier son licenciement. Une procédure judiciaire entamée par le salarié à l'encontre de l'employeur, là, on ne peut pas le licencier. Des considérations discriminatoires liées au sexe, la race, la religion et l'handicap, là aussi, on ne peut pas prendre ces trois éléments-là et dire que ça peut être une cause de licenciement. Au contraire. Donc, le licenciement, il y a différents types de licenciement. Le premier licenciement, c'est le licenciement pour faute grave. C'est-à-dire que le salarié, il a commis une faute grave qui justifie, parce qu'un licenciement, il doit forcément être justifié. On ne licencie pas les salariés de manière sauvage. Il faut absolument justifier n'importe quel licenciement. Donc, le Code de travail, pour ce que du licenciement pour faute grave, ne définit pas la notion, on n'a pas une définition claire de ce que c'est la faute grave commise par le salarié et qui justifie son licenciement immédiat sans préavis ni indemnité. En effet, l'article concerné se contente d'énumérer une liste d'agissements constitutifs de fautes graves que l'on pourrait classer en deux catégories. D'accord? Il y a des fautes à caractère professionnel et des fautes à caractère pénal. Les fautes à caractère professionnel, premièrement, c'est la faute du salarié ayant occasionné un dommage matériel considérable à l'employeur. Donc, ça coule de source, c'est une question de bon sens. Un salarié qui, par sa faute, a causé un dommage à l'employeur ou au lieu de son travail, cela peut être considéré comme une faute grave. Le refus délibéré et injustifié d'exécuter un travail de sa compétence. En d'autres termes, quand le salarié reçoit une directive de son employeur et qu'il refuse d'appliquer cette directive. Bien sûr, qui rentre dans le cadre de sa compétence, de sa fiche de compétence signée. Cela peut poser problème, ce genre de refus délibéré et injustifié d'exécuter un travail de sa compétence. Parfois, il y a des salariés qui estiment que telle ou telle directive ne fait pas partie de ses compétences et qui n'a pas à exécuter cette directive, et l'employeur va le licencier pour ce genre de faute grave. La preuve, elle va incomber bien sûr à l'employeur parce qu'on est face au salarié et que le salarié est une partie faible, de prouver que effectivement cette directive rentre dans les compétences du salarié. Par exemple, je donne juste un petit exemple. Vous travaillez autant que avocat, non pas avocat, autant que juriste. Voilà, vous êtes salarié, juriste. Votre travail, c'est la rédaction de contrats, la lecture de contrats, etc. dans une banque, imaginons. Et votre N+1 vient vous demander de faire un travail de chauffeur pour ses enfants. Il vous dit voilà, de 14 heures
à 17 heures, vous allez ramener les enfants à l'école, vous allez les attendre jusqu'à qu'ils sortent de l'école et vous me les ramenez. Vous voyez, ça ne rentre pas, c'est une directive. Mais est-ce que ça rentre dans les compétences d'un juriste qui travaille dans une banque? C'est juste un exemple pour vous montrer un peu ce type de faute grave. Il peut vous licencier, vous refusez bien sûr, vous dites non, je suis juriste, je ne suis pas chauffeur, c'est pas mon travail, c'est pas mon métier, et vous refusez. Il vous licencie et il vous dit vous êtes licencié pour faute grave parce que vous n'avez pas exécuté un travail et ce travail, c'est là où sa compétence rentre en jeu, qui estime, lui, autant que votre N+1, rentrant dans votre compétence. Donc, effectivement, là, c'est un cas qui est très, très simple. Vous allez prouver assez facilement que faire le chauffeur pour les enfants de le N+1 ne rentre pas, ou même faire le coursier pour ce même N+1 ne rentre pas dans vos compétences à vous. Et d'ailleurs, c'est à l'employeur de le prouver. Et donc là, ça ne sera plus un licenciement pour faute grave. Il y a l'absence, donc on a vu la faute du salarié ayant occasionné un dommage matériel considérable. Il y a le refus délibéré et justifié d'exécuter un travail de sa compétence. Le refus, comme je vous ai dit, il doit être délibéré et injustifié. Il n'y a aucune raison. Par exemple, rentrant dans le même exemple, si il vous dit, allez-y, vous allez me rédiger tel et tel contrat et que vous refusez parce que c'est un contrat où il y a plusieurs langues qui ne rentrent pas dans votre compétence, malgré le fait, votre travail, c'est de rédiger le contrat. Ça rentre normalement dans votre compétence. Dans ce cas-là, ce sera un licenciement pour faute grave. Après, on a l'absence injustifiée du salarié pendant plus de 4 jours par année. L'année, c'est les 365 jours. Ou 8 demi-journées par année, les 365 jours aussi. Là aussi, les 4 jours par année, il y a beaucoup de problématiques parce qu'il y a des salariés qui ne justifient pas ces 4 jours ou qui sont dans l'oubli. J'ai oublié de prévenir, ou j'ai oublié de ramener un certificat médical, etc. et qui se retrouvent licenciés pour faute grave et qui sont même surpris par ce licenciement. Et après, quand on voit effectivement que le salarié, il a les 4 jours par année où il a été absent et de manière injustifiée. Donc, il faut vraiment faire attention avec ce type de faute grave. C'est le genre de faute grave qui surprend les salariés parfois. Puis, il y a la détérioration grave des équipements, des machines et des matières premières causées délibérément par le salarié ou suite à une négligence grave de sa part. Dans les deux cas, que l'intention du salarié d'apporter un dégât, de détériorer les équipements, les machines ou les matières premières, que ça soit par intention ou pas, c'est une faute grave. Le salarié ne peut pas dire « Ah non, je n'ai pas fait attention » ou « Ah non, c'était un accident ». Non, c'est que le salarié a la responsabilité de prendre, de sécuriser quelque part. Il a la responsabilité des équipements, des machines et des matières premières qui sont à sa portée pour qu'il puisse accomplir son travail. Et dans le cas où c'est détérioré, c'est une faute grave. Donc, l'inobservation des instructions à suivre pour garantir la sécurité du travail ou de l'établissement ayant causé un dommage considérable à l'entreprise. S'il observe des instructions pour garantir qu'il y ait des instructions pour garantir la sécurité de travail et que notre salarié ne les observe pas. Là aussi, on est face à une faute grave. C'est-à-dire que pour faire fonctionner une machine ou pour faire fonctionner, il y a des instructions de sécurité que l'employeur a mis en place et que le salarié s'est dit, bon, on n'a pas besoin de toutes ces mesures et qui ne les respectent pas. Ça aussi est considéré comme faute de grave et il y a énormément de salariés qui tombent dans ce piège aussi. Donc, ça c'est pour les fautes à caractère professionnel. Puis, il y a les fautes à caractère pénal. Toute forme de violence ou d'agression dirigée contre un salarié, l'employeur ou son représentant portant atteinte au fonctionnement de l'entreprise est constatée par l'inspecteur de travail. Constaté par l'inspecteur de travail, ça c'est un élément très, 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 très important. Parce que quand on va faire des cas pratiques,
Il faut savoir, est-ce que l'inspecteur de travail, quand il s'agit de faute à caractère pénal, est-ce qu'il est là ou pas? Parce que c'est lui qui est habilité à constater cette forme de violence ou d'agression. D'accord? Soit dirigée contre le salarié, l'employeur, n'importe quel, ou son représentant. OK? C'est pas c'est pas à l'employeur de décider que ça, de constater qu'on est face à une forme de violence ou d'agression. Pourquoi l'inspecteur de travail intervient? Pour justement à ce que l'employeur ne prend pas ça comme un vide juridique et il commence à constater des violences qui n'existent pas, juste pour licencier le salarié pour faute grave. Donc, pour qu'il ne puisse pas y avoir un abus de la part de l'employeur, c'est la seule personne habilitée de constater la forme de violence, ça doit être l'inspecteur de travail et non l'employeur. Est-ce que c'est clair, ce que je suis en train de vous dire? C'est bon, c'est clair? Vous pouvez écrire oui, non. Donc, vous comprenez pourquoi c'est l'inspecteur de travail qui doit constater et non l'employeur ou l'autre ou le salarié qui a subi cette forme de violence ou d'agression. Et on dit bien, l'article est très clair, toute forme de violence ou d'agression. Donc là, c'est très large. Hein. Quand on parle de violence, agression, c'est très très large, toute forme. On n'a pas désigné quelle sorte d'agression ou quel type de violence. Ça peut être violence morale, comme ça peut être violence sexuelle, comme ça peut être violence physique. Donc il n'y a pas tout type de violence, quel que soit ce type de violence, on va ramener l'inspecteur de travail va la constater, va la qualifier, la constater pour qu'on puisse dire que c'est une faute grave, qualifier l'acte de faute grave et qu'il puisse y avoir un licenciement pour faute grave. Donc ça, c'est pour la violence. Les délits portant atteinte à l'honneur, à la confiance et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à un jugement définitif et privatif de liberté, c'est-à-dire que le salarié est emprisonné. Là aussi, c'est pas à l'employeur de dire ah, c'est un délit portant atteinte à l'honneur ou à la confiance ou aux bonnes mœurs. Mais c'est à un tribunal d'apporter cette qualification. C'est-à-dire qu'on est face à un salarié qui s'est trouvé emprisonné, qui s'est trouvé face à un tribunal pénal pour un délit portant que le tribunal qualifie de portant atteinte à l'honneur ou portant atteinte à la confiance ou aux bonnes mœurs. Et là aussi, c'est très problématique parce que on ne va pas parler déjà le délit portant atteinte aux bonnes mœurs ou à l'honneur, etc. En droit pénal, ça reste très très problématique parce que qui décide de ce qui est l'honneur et qui décide de ce que c'est les bonnes mœurs? C'est le juge qui a habilité à décider ce qui est bonnes mœurs ou pas. Mais ça montre aussi la gravité parce que si un salarié se retrouve face à ce type de délit, alors que pour lui, il n'a pas commis, ou pour même la société, il n'a pas commis quelque chose de portant atteinte à l'honneur ou aux bonnes mœurs, il va se retrouver emprisonné, mais aussi l'employeur a le droit de le licencier pour faute grave. Et donc, il va se retrouver en prison et licencié pour faute grave. Donc, il faut mais ça c'est hors sujet, donc on ne va pas parler de ça, c'est du droit pénal, parce que effectivement, ces termes-là, tout ce qui est portant atteinte à l'honneur, confiance, bonnes mœurs, etc., ces termes, c'est des termes qui sont donnés à l'appréciation du juge pénal. Ben Ali Hassan me parle du racisme. Le racisme n'a rien à voir. Le racisme, vous voulez dire quoi par racisme? Est-ce qu'on peut licencier par racisme? On vient de dire que le licenciement, il est considéré comme discriminatoire s'il est lié au sexe, à la race, à la religion et à l'handicap. Donc, on ne peut pas licencier une personne parce qu'elle appartient à une ethnie qui n'est pas l'ethnie, par exemple, de l'employeur. On ne peut pas licencier un employeur d'origine berbère, ne va pas licencier un employeur d'origine arabe parce qu'il ne fait travailler que des berbères. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si l'inspection de travail
elle remarque qu'il y a une discrimination en se basant sur l'ethnie, là, il y a un problème, effectivement, et le licenciement sera considéré comme abusif. Que ça soit l'ethnie, la race, je ne dis pas race parce que race, ça n'existe pas, hein, qu'on soit d'accord, race, ça n'existe pas. On est de la race d'êtres humains. La race, il y a l'humain, le cheval, l'éléphant, etc. L'ethnie, on va parler d'ethnie. Les ethnies, ethnie noire, ethnie, chacun il vient d'une ethnie, couleur de peau aussi. Mais la couleur de peau, c'est pas l'ethnie. On peut être noir et arabe, on peut être noir avec une ethnie différente. Il y a énormément d'ethnies en Afrique, il n'y en a pas qu'une, il y a des milliers et des milliers d'ethnies. Donc, euh, pour, pour, euh, pour Ben Ali Hassan, le racisme, ce que je peux dire sur le racisme, c'est si quelqu'un est licencié à cause de son ethnie ou à cause de sa religion ou de l'handicap ou de son sexe, c'est un licenciement abusif, bien sûr. Donc, le délit portant atteinte à l'honneur, etc., c'est quand on dit délit portant atteinte, déjà, délit, on rentre dans le droit pénal et que le juge que la personne, le salarié, a été jugé, qu'il y a eu un jugement définitif sur le salarié il a commis un délit qui a porté atteinte à l'honneur, à la confiance et aux bonnes mœurs. D'accord. Donc, ça, c'est un point qui est assez, comme je vous ai dit, qui est assez. Ça, c'est euh, la rencontre entre les deux disciplines, entre le droit social et le droit pénal. Et comment un acte pénal peut avoir des conséquences en droit du travail, et surtout quand cet acte il se base sur des concepts qui sont donnés à l'appréciation seule du juge. Donc, c'est ça la problématique donc, qui revient ici. Donc, mais en même temps, on parle de faute à caractère pénal. Hein. La divulgation d'un secret professionnel ayant causé un préjudice à l'entreprise, ça, il faut faire attention, ça ne rentre pas dans le professionnel, mais dans le pénal. Quand vous divulguez, pardon, ça ne voulait pas sortir, divulguer un secret professionnel, même si ça concerne que ça concerne le domaine du travail, là encore, on a la rencontre entre les deux matières, cela considéré comme une faute pénale et non une faute professionnelle. Parce que effectivement, l'employeur peut revenir contre vous et saisir le tribunal pénal contre vous, porter plainte pour la divulgation de secrets professionnels et il peut y avoir une sanction pénale vis-à-vis de ce genre d'acte. Le fait de commettre certaines infractions pénales de droit commun à l'intérieur de l'établissement et pendant le travail, telles que, alors on a une grande liste, il y a le vol, bien sûr, l'abus de confiance, ça aussi, c'est le juge qui va décider que c'est un abus de confiance. C'est ça, abus de confiance, c'est un concept qui est très très large. L'ivresse publique, ça c'est facile à prouver. La consommation de stupéfiants, l'agression corporelle, l'insulte grave. Alors là, l'insulte grave, qui va décider que telle et telle insulte est considérée comme grave? Comme vous voyez, ce n'est pas l'employeur qui décide. Ce n'est pas l'employeur qui va nous dire ah, ça, je considère cela comme une insulte grave. Encore une fois, c'est l'inspecteur du travail qui intervient pour voir est-ce que c'est un fait, c'est une infraction pénale ou pas. Donc, et parfois même, ça dépasse, c'est le procureur du roi et c'est une procédure pénale qui va décider est-ce que le fait est effectivement un fait, une infraction pénale ou pas. Il y a l'incitation à la débauche, ça aussi, l'incitation à la débauche, on ne sait pas ce que c'est l'incitation à la débauche. L'incitation à la débauche, ça, il n'y a pas ça veut dire quoi l'incitation à la débauche? Comment vous allez inciter à la débauche dans le lieu de votre travail? Est-ce qu'une salariée qui porte une jupe courte incite à la débauche? Peut-être que l'employeur estime que porter une jupe courte incite à la débauche. Donc, heureusement, ce n'est pas l'employeur qui va décider ce que c'est, qui va qualifier l'incitation à la débauche. Mais, effectivement, on a des salariés,
l'employeur va estimer qu'un salarié il a incité à la débauche parce qu'une des salariés a mis un rouge à lèvres, par exemple. Donc, il faut faire attention avec ces termes-là. Et parce que la conséquence, elle est quand même grave, parce qu'on parle de faute grave et on parle de licenciement pour faute grave. Donc, ainsi la gravité de ces actes justifie, si on constate ces actes, cela justifie le licenciement de salariés sans préavis, voilà les conséquences, ni indemnité, contrairement au licenciement pour faute grave qui ne suivent qu'après épuisement des sanctions disciplinaires dans la même année. Donc, s'il y a un fait, une infraction pénale, c'est un licenciement direct. Il n'y a pas de préavis et il n'y a pas ad noctum, ni préavis, ni indemnité. Mais comme je vous ai dit, les définitions qui sont données par le code, quand il s'agit de définitions comme euh, quand on parle d'incitation à la débauche ou quand on parle de abus de confiance, c'est des concepts qui sont très larges. Et donc, il peut y avoir des abus par rapport pour l'employeur qui peut utiliser, et la meilleure, c'est l'incitation à la débauche, hein, qui peut utiliser pour lui un acte commis par une salariée ou un salarié est une incitation à la débauche, alors que pour le juge, ce n'est pas le cas. Ou pour un autre employeur, ce n'est pas le cas. Donc, c'est des infractions que, heureusement, c'est les procureurs et l'inspection du travail et le procureur qui vont estimer la qualification de ces infractions et qui va pas être donnée à c'est pas à l'employeur de les qualifier. Donc, la faute grave, contrairement à la faute non grave, comme je vous ai dit, c'est un licenciement ad nutum, c'est-à-dire immédiat, sans indemnité. Est-ce que vous avez des questions par rapport au licenciement pour faute grave, avant qu'on passe au licenciement pour faute non grave? Pas de questions, c'est bon? Ok, donc pour le licenciement pour faute non grave, le code du travail ne définit pas non plus, il n'y a pas de définition claire de ce qui est la faute non grave. Donc, il n'y a pas la définition, comme pour la faute grave, il n'y a pas une définition claire. Toutefois, on peut déduire des dispositions du code qu'il s'agit de fautes de faible gravité et qui ne sont pas mentionnées dans la liste des fautes graves. Donc déjà, ils ne le sont pas graves, à contrario des fautes graves. Elles peuvent être constituées par des agissements du salarié constituant soit une violation des obligations du contrat de travail, on parle de faute professionnelle, soit un manque aux règles disciplinaires. Et là, on parle de faute disciplinaire. Il peut s'agir par exemple des retards, de la négligence, qui au début, ces retards, des négligences qui n'ont pas des conséquences importantes, mais la détérioration légère du matériel, etc. Mais le fait que ça se répète, la répétition de ces fautes-là, qui n'ont pas réellement des conséquences très importantes, mais la répétition fait que ça se transforme en faute non grave. Ainsi, en raison de leur faible incidence sur les intérêts de l'entreprise, ces fautes n'entraînent pas immédiatement le licenciement de leur auteur. Donc, on va pas, c'est pas un licenciement à nous tout, immédiat, sans indemnité, allez hop, la porte, viré. Non, il y a une procédure. Cette procédure, elle doit absolument être respectée à la lettre par l'employeur pour que le licenciement ne soit pas considéré comme un licenciement abusif. En cas de faute jugée non grave, l'employeur a le droit d'infliger des sanctions disciplinaires aux salariés selon un principe de progressivité, c'est-à-dire petit à petit. Petit à petit. S'il va commettre la première faute commise, il aura la première chose, ce qu'on appelle un avertissement. Tout ça, tout ce que je vais dire là, ça doit être écrit et l'avertissement n'est pas oral parce que l'employeur doit le prouver. Donc, pour prouver, il faut un écrit et un écrit avec accusé de réception. Il faut aussi prouver que le salarié a reçu l'avertissement. La deuxième faute, ça va être ce qu'on appelle un blâme. La troisième faute,
on va mettre en place un deuxième blâme avec une mise à pied pour moins de 8 jours. Donc là, notre salarié, il commence à... Donc là, il est sur la sellette. Hein. La quatrième faute commise, troisième blâme, ou transfert à un autre service ou à un autre établissement en tenant compte du lieu de résidence du salarié. Moi, je prends toujours en compte le lieu de résidence du salarié. Donc déjà, quand le salarié, on va le blâmer pour la troisième fois et on va le transférer du service parce qu'il est incapable d'accomplir ça ou qu'il empêche les autres d'accomplir leur mission. Donc là, effectivement, on est face à un salarié. Donc là, vous voyez que la procédure est une procédure qui fait tout pour que le salarié ne soit pas licencié. C'est-à-dire, si le salarié il reçoit l'avertissement, le blâme, le deuxième blâme, le troisième blâme, il y a un problème, c'est que ce salarié, il mérite effectivement son licenciement. Ces sanctions, donc, ils sont appliquées graduellement. Et lorsqu'elles sont épuisées dans la même année, s'il arrive à avoir tout ça dans la même année, l'employeur peut valablement licencier le salarié fautif. Donc, si on a le salarié qui chaque année, ça, on reprend dès le début. Mais si le salarié, il fait la première faute, deuxième faute, troisième faute, quatrième faute, c'est-à-dire avertissement, blâme, deuxième blâme, troisième blâme, mise à pied, etc., dans la même année, bah, la logique dit que le salarié, bien sûr, il va être que l'employeur, enfin, on va permettre à ce pauvre employeur, parce que là, franchement, de licencier ce salarié. En raison de la gravité des incidences du licenciement sur la vie de salarié, celui-ci doit être entouré d'un maximum de précautions procédurales. Déjà, là, tout ce qu'on vient de dire, il y a une procédure. Donc, on vient de dire avertissement, blâme, deuxième blâme, troisième blâme. Maintenant, après le troisième, c'est bon, on a tout fait avec ce salarié et on a décidé de le licencier. Il a accompli 4 fautes pendant l'année, on va le licencier. Il y a encore une deuxième procédure qui doit être mise en place par l'employeur. Et je tiens à vous rappeler que s'il y a un manquement dans cette procédure-là, le licenciement sera considéré comme abusif. Donc faites attention, c'est incroyable. Comme la procédure de licenciement est une procédure qui est assez compliquée pour ne pas permettre à l'employeur, parce que l'acte de licencier est un acte tellement important, pour ne pas, pour permettre à l'employeur, c'est-à-dire l'employeur, il va se débarrasser de ce salarié parce qu'il n'a pas vraiment le choix et il doit accomplir toute la procédure. Donc la première chose, donc notre salarié, il a commis les 4 fautes pendant toute l'année. On l'a averti, blâmé, reblâmé, re-reblâmé. Il a été suspendu. On l'a même euh, transféré à un autre service s'il y avait la possibilité de le transférer. Et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc la première chose qu'on va faire, c'est l'entretien préalable. On va s'entretenir avec le salarié fautif. En vertu des dispositions donc, de la loi de 99, avant tout licenciement du salarié, celui-ci doit être en mesure de se défendre contre les accusations qui pèsent contre lui lors d'un entretien avec l'employeur ou son représentant. Pour que l'entretien se passe en bon et due forme, un représentant, un délégué des salariés ou un représentant syndical à l'entreprise choisi par le salarié, c'est le salarié qui choisit, le délégué ou le représentant syndical, doit assister à cet entretien qui doit avoir lieu dans un délai n'excédant pas les 8 jours à partir de la constatation de l'acte imputé au salarié. C'est-à-dire le salarié, juste pour vous mettre dans notre salarié, il a fait la première faute, la deuxième faute, le blâme, nanana. On est arrivé à la phase quatrième faute commise et troisième blâme. C'est bon, c'est le top. Il commet l'erreur. Dans les 8 jours qu'on a constaté l'acte, la faute, on doit inviter le salarié à cet entretien avec un délégué ou un représentant syndical choisi par le salarié. Et en cas où l'une des parties refuserait d'entreprendre ou de poursuivre la procédure, il fait appel à l'agent chargé de l'inspection de travail. Ah, pardon. Avant, l'administration de l'entreprise, avec l'entretien, on dresse un procès-verbal de cet entretien signé par les deux parties.
ou dans une copie est adressée au salarié. Voilà, donc on a l'entretien et le représentant syndical ou le représentant salarial, il est là, tout le monde est là, on a fait l'entretien, le salarié, il a pu s'expliquer ou exprimer pourquoi ces fautes ont été commises, etc. Dans le cas où le salarié il n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans cet entretien-là, parce qu'on peut imaginer, et ça peut arriver, que le salarié se retrouve dans une sorte de piège. On l'a un peu blâmé pour une faute qu'il n'a pas commise. Ou le représentant syndical n'a pas su bien représenter le salarié. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, le salarié ou l'employeur, hein, aussi ça peut arriver que ce soit l'employeur, l'une des parties, hein, refuse, ou même le délégué, peuvent refuser d'entreprendre ou de poursuivre la procédure. Il n'est pas d'accord avec ce qui a été dit dans le procès verbal et ne pas signer même le procès verbal. Dans ce cas-là, on va faire appel à l'agent chargé de l'inspection de travail. Là, on a encore besoin de l'agent, de l'inspecteur de travail qui va qualifier les faits et qui va intervenir. Donc, ça, c'est pour l'entretien préalable. Imaginons que l'entretien préalable s'est bien passé, que le salarié est d'accord sur le fait voilà, qu'il a commis ses fautes, etc. On va lui envoyer ce qu'on appelle une lettre de licenciement. Donc, l'employeur doit veiller à justifier le licenciement. Dans la lettre, toujours, un licenciement est justifié. Il n'y a pas de licenciement comme ça, l'élève est justifié. Donc, du salarié par un motif acceptable et apporter, le cas échéant, la preuve de la faute imputée au salarié. Comme je vous ai dit, salarié partie faible, c'est pas à elle d'apporter la preuve de la faute, mais c'est à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié a fauté. Le salarié licencié doit recevoir une lettre de licenciement contenant les motifs justifiant justement ce licenciement, avancé par l'employeur, donc qui précise la date de l'entretien préalable dont on a parlé, pardon, la lettre de licenciement avant l'entretien préalable, et mentionnant le délai de la forclusion de 90 jours pour toute autre action judiciaire. Le salarié a 90 jours pour aller saisir l'inspection de travail, autrement dit. La dite lettre doit être assortie du procès verbal de l'entretien préalable avec l'entretien qu'on a passé. Donc, il y a la lettre, l'entretien, et après la lettre, elle est avec l'entretien. Elle est remise en main propre au salarié contre un reçu ou expédié par lettre recommandée, parce qu'il doit avoir la preuve que le salarié a bien reçu la lettre de son licenciement. On ne peut pas licencier personne alors que on dit, ah, mais vous n'étiez pas au courant, vous n'étiez pas là, mais vous êtes licencié il y a 2 mois. On vous a envoyé la lettre. Tant qu'on n'a pas la preuve que la lettre n'a pas été reçue par le salarié, donc il n'y a pas de licenciement. Donc, dans le cas où le salarié n'est pas présent, donc on va l'expédier par une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures de la décision de licenciement. Et le 48 heures, c'est un délai qu'on doit absolument respecter. Une copie de la lettre doit être adressée à l'agent chargé de l'inspection de travail. Donc, on va envoyer dans un délai de 48 heures la lettre avec accusé de réception au salarié, ou on va lui remettre à main propre avec un reçu. Il va signer le reçu qu'il a bien eu sa lettre de licenciement. Et une copie de cette lettre de licenciement qui contient toutes les informations sur les licenciements, sur la faute, sur la preuve de la faute, doit être envoyée à l'inspection du travail. Donc, le contrôle judiciaire, en cas de procédure judiciaire, donc imaginons qu'il y a une procédure, que le salarié n'est pas content, qu'il refuse ce licenciement, qu'il trouve que ce licenciement est abusif. Donc, dans le cas, la décision de licenciement prise par l'employeur va être soumise au contrôle du juge quant à sa régularité et à la légalité des motifs retenus. Et donc, il faut faire attention. Le juge, il va prendre en considération la forme, la procédure et le fond, la preuve de la faute. Donc, si le juge constate que toute la procédure convient, ce qu'il manque un blâme, ou que le salarié n'a pas été averti, ou que pendant l'entretien, il n'y avait pas de représentant des salariés ni de représentant syndical, et qu'il y avait une faute commise dans la procédure, oui, l'accusé de réception, Ayoub, est obligatoire. Si je n'ai pas l'accusé de réception, je n'ai pas la preuve que le salarié a reçu la lettre de licenciement. Donc oui, est obligatoire, bien sûr.
Donc ça, c'est pour répondre à est-ce que l'accusé de réception est obligatoire, une question de Ayoub. Donc, dans le cas où le juge il constate voilà, un manquement dans la procédure, il n'y aura plus de licenciement, pour qu'on soit clair. Donc, c'est pour ça que les RH, dans la majorité des sociétés, ils font très attention à la procédure et au respect de la procédure. Parce que peut-être que le salarié mérite licenciement, mais parce que le RH n'a pas, ou l'employeur ou son représentant n'a pas respecté la procédure, et le salarié restera quand même, et l'année est finie, on revient à l'année d'après et on va attendre à ce que le salarié commette la faute pour le licencier pour faute non grave. Donc, c'est vraiment très important. Et le juge, bien sûr, il va euh, euh, s'assurer de la régularité des motifs retenus par l'employeur. Le juge saisi ne doit tenir compte que des motifs cités dans la lettre de licenciement, c'est-à-dire et des circonstances dans lesquelles cette décision a été prise. L'employeur, il ne peut pas dire au juge, ah non, monsieur le juge, je ne vous ai pas dit la dernière, on a oublié de vous dire qu'il a aussi cassé la machine et il a aussi insulté. Non, on peut pas. On ne peut pas en faire entrer d'autres fautes et d'autres arguments dans la lettre. La lettre, elle est définitive. Donc, vous voyez comment le droit de travail essaye de protéger au maximum le salarié. Donc, bien sûr, le juge, il va vérifier les motifs retenus pour le licenciement, est-ce qu'ils sont acceptables ou pas. Le délai de conclusion de l'action en justice est de 90 jours à compter de la réception par le salarié de la lettre de licenciement. Donc, comme je vous ai dit, le licenciement, là, le salarié, il doit effectivement, il a 90 jours pour saisir le juge et pour saisir, il ne saisit pas le juge, mais plutôt l'inspection de travail. Et dans le cas, ça va jusqu'au juge. Dans le cas, et il peut aussi saisir le juge. Donc, le licenciement abusif, c'est quoi un licenciement abusif? Un employeur peut-il commettre une faute grave? C'est ça, c'est quand l'employeur va commettre la faute grave. Le Code du travail a également énuméré des comportements constitutifs de faute grave de l'employeur. Ça rentre, il n'y a pas que le salarié qui va commettre des fautes graves, l'employeur aussi. Et ça donne bien sûr droit à dommages et intérêts pour le salarié. Le fait pour un salarié de quitter son travail en raison de ses fautes est assimilé à un licenciement abusif de la part de l'employeur. Donc, si l'employeur n'a pas licencié notre salarié il est en train de travailler, il n'y a pas de souci. Mais que l'employeur commet une faute grave, le fait que le salarié n'accepte pas la faute grave et qu'il veut quitter ce travail parce qu'il n'en peut plus par rapport à cette faute, ça va être considéré comme un licenciement abusif. Et quand je dis licenciement abusif, pourquoi c'est important? Parce qu'on parle d'indemnité. D'accord? C'est qu'il a des conséquences matérielles sur l'employeur et sur le salarié qui va recevoir des indemnités. Ces agissements, c'est quoi ces agissements? L'insulte grave. Donc l'employeur, s'il insulte gravement le salarié, la pratique de toute forme de violence ou d'agression dirigée contre le salarié. Et ça, et on a mis exceptionnellement, il y a une partie qui est consacrée à l'harcèlement sexuel et l'incitation à la débauche. L'harcèlement sexuel et l'incitation à la débauche, c'est très très important puisque effectivement, il y a énormément de salariés, vous imaginez que c'est des salariés femmes, qui peuvent subir ce genre de pratiques et de formes de violence. Et le Code de travail a mis ces formes de violence, que ce soit l'harcèlement sexuel ou l'incitation à la débauche, c'est des formes de violence. Là aussi, il n'y a pas de définition claire, surtout l'incitation à la débauche. Hein. Toujours l'incitation à la débauche, elle pose un problème parce que c'est un concept qui est très très large. Mais vous imaginez très très bien, c'est au juge de décider est-ce que c'est un harcèlement sexuel ou est-ce que c'est une incitation à la débauche. C'est difficile à prouver, malheureusement. Mais déjà, le fait que c'est une forme de violence qui est à part, c'est déjà une avancée. Aujourd'hui, surtout quand c'est c'est la parole du salarié contre la parole de l'employeur. Donc les moyens de preuve, les tribunaux essayent d'élargir les moyens de preuve. Dans ce cas, le salarié rompre le lien contractuel, donc s'il est amené à subir, parce qu'on parle
le salarié est en train de subir soit l'insulte grave ou forme de violence, d'agression dirigée contre le salarié, encore une fois, la violence et l'agression, c'est resté large. Ça peut être moral, physique et l'harcèlement sexuel, l'incitation à la débauche. Donc, le salarié, il va rompre le lien contractuel et il va bénéficier du même régime que celui du licenciement abusif. Le Code du travail n'a cependant pas défini ces notions et n'a pas expliqué leurs contours, d'où le rôle prépondérant de la jurisprudence et de l'application de ces dispositions. Comme je vous ai dit, toutes ces notions-là ne sont pas très bien définies. Le salarié licencié pour un motif qu'il estime abusif a le choix. Soit il va recourir à la procédure de conciliation préliminaire, soit il va recourir au tribunal. Si la procédure de conciliation préliminaire, c'est quoi? C'est l'agent chargé de l'inspection de travail ou le conseil de l'une des parties consigne dans un document les termes de la conciliation. Donc, ils vont ramener un document. Ils vont consigner les termes de la conciliation. Le dit document sera signé par les parties et contresigné par l'agent. Ce document, il peut prendre la forme d'un procès-verbal, d'un compromis de conciliation qui tient lieu de quintus à concurrence, de sommes qui sont portées, parce que forcément, il y aura des indemnités qui vont être versées au salarié qui a subi la faute grave de l'employeur. L'accord obtenu dans ce cadre est réputé définitif et non susceptible de recours devant les tribunaux. Et ça aussi, c'est très important pour les praticiens et pour les techniciens de droit social. Un salarié ne peut pas venir vous voir et dire oui, je veux recourir au tribunal. S'il a déjà signé, parce qu'il y a énormément de salariés, ils ne comprennent pas, ils vont signer des procédures de conciliation et à la fin, ils se disent, ah non, je me suis fait avoir. Si j'avais eu recours au tribunal, j'allais avoir une indemnité plus intéressante. C'est trop tard. D'accord? C'est trop tard. Tant qu'ils ont signé ce compromis de conciliation, c'est-à-dire qu'ils ont consenti aux sommes qui sont dans ce compromis, il n'y a aucun recours devant les tribunaux. On arrête le recours devant le tribunal. D'accord, donc j'ai eu un moment où j'ai cru que ça n'enregistrait pas, ça enregistre. Donc le recours devant le tribunal. Et le refus de paiement. Arabi Moussa Ismaël, le refus de paiement de quoi? Du salaire? Ça reste, c'est même pas une faute grave. Si vous recevez pas votre salaire, c'est que le contrat a été suspendu. C'est même une suspension, c'est-à-dire que l'employeur ne respecte pas le contrat. Et effectivement, c'est une faute grave. Ça dépasse la faute grave. Le contrat de travail est basé sur l'idée même de recevoir un paiement, un salaire vis-à-vis du travail que vous accomplissez, de la mission. Un refus de paiement, c'est-à-dire que l'employeur n'a pas accompli son obligation. Et dans ce cas-là, bien sûr, mais après, il y a refus de paiement. C'est pas un refus de paiement. Il y a des employeurs qui sont insolvables. Il ne peut pas vous payer. Mais vous allez voir que le salarié, dans les tiers, créancier est prioritaire. Donc, le recours au tribunal, le tribunal peut statuer dans le cas d'un licenciement abusif du salaire, soit par la réintégration du salarié dans son poste, c'est rare, soit le paiement d'indemnité des dommages et intérêts prévus par la loi. Donc ça, c'est le cas le plus fréquent, parce que je vous laisse imaginer qu'un salarié, après tout cela, licenciement abusif, et vas-y que je ramène l'inspecteur de travail, etc., ne désire pas retrouver à avoir toujours ce rapport de salarié avec ce même employeur. Donc la majorité, ils vont choisir le paiement d'indemnité et dommages d'intérêt. Mais la réintégration du salarié dans son poste est possible et prévue aussi par la loi. Pour ce qui est du total à payer en cas de licenciement abusif, donc le Code du travail distingue entre 4 sortes de dédommagement. Il y a l'indemnité de licenciement, on a les dommages et intérêts, il y a éventuellement l'indemnité de préavis, dans le cas où mais le respect, on n'a pas respecté le préavis, il y a l'indemnité de perte d'emploi, le fait qu'on a perdu un emploi. Donc l'indemnité du licenciement est due sous 2 conditions.
Ne pas avoir commis de faute grave, déjà. Vous étiez licencié, on parle d'un licenciement abusif. Vous n'avez pas commis de faute grave. Et votre employeur n'a aucune preuve que vous avez commis une faute grave. Il faut avoir travaillé au moins 6 mois dans la même entreprise et quel que soit le mode de rémunération et la périodicité du paiement du salaire. L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 52 semaines qui ont précédé la rupture du contrat. Ce salaire ne peut être ailleurs, bien sûr, au minimum légal. C'est-à-dire que si vous êtes arrivé à un certain niveau dans une société et que vous venez d'être promu, d'accord, et vous avez reçu un salaire plus intéressant dans les 52 semaines, c'est sur ce salaire-là que se basera l'indemnité et non sur votre ancien salaire. Mais il faut que ça respecte les 52 semaines qui ont précédé la rupture de contrat. Donc, entre en ligne de compte par le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire proprement dit et ses accessoires, à savoir les prix, indemnités inhérentes au travail, à l'exclusion des, donc normalement les primes ils font partie, mais on va exclure tout ce qui est indemnité constituant un remboursement de frais, de dépenses supportées par le salarié en raison de son travail. Les indemnités de responsabilité, sauf les indemnités de fonction, ça rentre, telles que les indemnités de chef d'entreprise, chef de groupe, etc. Les indemnités pour travaux pénibles ou dangereux, les indemnités constituant un dédommagement pour un travail exécuté. Attendez, entre lignes de compte. Ouais. Les indemnités en zone dangereuse, les indemnités pour remplacement temporaire d'un salarié appartenant à une catégorie supérieure ou pour un travail exécuté temporairement ou exceptionnellement, sauf les indemnités pour les heures supplémentaires. Bien sûr, les indemnités pour les heures supplémentaires, ça rentre effectivement en compte. Donc, nous avons donc ce qui rentre, les primes, indemnités inhérentes au travail. Il y a aussi les avantages en nature et les commissions, les pouvoirs. Notons que les indemnités dues aux délégués des salariés et le cas échéant aux représentants syndicaux de l'entreprise licenciée en cours de leur mandat est majorée. Donc, les dommages et intérêts, ça c'est pour ce qui concerne l'indemnité du licenciement. Les dommages et intérêts, ça s'additionne. Hein. Tout ce que je suis en train de dire, ça s'additionne. C'est pas soit l'une, soit l'autre. Donc, le salarié, il va recevoir en premier lieu l'indemnité de licenciement, puis il va recevoir des dommages et intérêts. Le montant des dommages et intérêts est fixé sur la base du salaire d'1 mois et demi par année ou fraction d'année de travail, sans toutefois dépasser le plafond de 36 mois. Donc, dommages et intérêts égale nombre d'années fois 1,5 tant que le résultat est inférieur ou égal aux 36 mois. Par exemple, supposons un salarié qui a travaillé 4 ans, son indemnité est de nombre de 1,5 fois 4 égale 6 mois de salaire puisque 6 est inférieur à 36. Supposons un salarié a travaillé 28 ans, son indemnité est le nombre d'années fois 1,5, pareil, 28 fois 1,5 égale 42. Mais on ne retiendra que les 36 puisque c'est le plafond de l'indemnité de préavis. Est-ce que c'est clair? Est-ce que l'indemnité de préavis vous paraît claire? Le plus important, ça ne doit pas dépasser les 36. Un salarié qui a travaillé 6 mois fois 1,5, ça fait, 4 mois, on dit 1,5 fois 4 égale 6 mois de salaire, puisque 6 est inférieur à 36. Ça doit arriver, le maximum, c'est 36. 28 ans, on va prendre, donc 28 ans fois 1,5, ça fait 42 mois, mais on ne retiendra que les 36 puisque c'est le plafond. Ça ne doit pas dépasser 36 mois de salaire. D'accord? L'indemnité, est-ce que c'est clair? Avant que je passe à autre chose, est-ce que c'est clair pour l'indemnité, pour les dommages et intérêts? Oui? Parfait. Ok. Donc, l'indemnité du préavis, donc on a parlé premièrement des dommages et intérêts, on a parlé premièrement de l'indemnité du licenciement, les dommages et intérêts, s'additionnent l'indemnité de préavis.
L'indemnité de préavis, pardon, ça ne s'additionne pas. Ça, c'est l'indemnité quand vous êtes au préavis. Les dispositions de la loi relative au délai de préavis disposent que pendant le délai de préavis, l'employeur et les salariés sont tenus au respecter de toutes les obligations réciproques, c'est-à-dire que le contrat de travail continue à produire ses effets. Vous savez que vous êtes licencié, que vous allez partir, il y a le préavis, vous travaillez toujours avec votre employeur et il est dans l'obligation de vous verser votre salaire. Enfin, toute rupture sans préavis de contrat de travail à durée indéterminée ou sans que le délai de préavis soit intégralement observé, emporte tant qu'elle, tant n'est pas motivé par une faute grave, encore une fois, il n'y a pas de faute, l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une indemnité de préavis égale à la rémunération qu'aurait perçue ce dernier s'il était demeuré à son poste. Donc, elle s'additionne dans le cas où le salarié, notre salarié, qui a subi un licenciement abusif, donc il aura l'indemnité de licenciement, il aura les dommages et intérêts, et si ce salarié a été viré ad nutum, c'est-à-dire tout de suite sans qu'on respecte le délai de préavis, parce qu'on a pensé qu'on va le virer, que c'est un licenciement pour faute grave, alors que ce n'est pas le cas. L'employeur doit lui verser la somme qu'il aurait dû avoir pendant le préavis, 3 mois ou 1 mois, selon le délai de préavis. Les obligations incombant à l'employeur pendant la période de préavis en fait partie. Le salarié bénéficie d'une permission d'absence si, dans le cas où vous êtes en licenciement et en préavis, je parle du salarié, pas vous, mais le salarié bénéficie d'une permission d'absence de 2 heures par jour sans dépasser 8 heures dans la semaine ou 32 heures dans une période de 30 jours consécutifs rémunérés comme temps de travail effectif. Donc, le salarié, s'il travaille dans une entreprise, un établissement ou chantier situé à plus de 10 km d'une ville érigée en municipalité, il peut par semaine, 8 heures, une fois par semaine. Les absences sont fixées soit d'un commun accord au gré une fois du salarié, une fois de l'employeur, parce qu'on estime que le salarié doit avoir du temps pour aller chercher un autre emploi, tout simplement. Puis, l'indemnité de perte d'emploi, elle est entrée en vigueur en décembre 2014. C'est une indemnité qui est octroyée par la CNSS à condition de perte involontaire d'emploi, c'est-à-dire que ce n'est pas par votre volonté que vous avez perdu votre emploi, d'avoir travaillé 780 jours pendant les 36 derniers mois. Et la valeur, elle est de 70% du salaire moyen des 36, toujours il y a les 36 derniers mois plafonnés au SMIC en vigueur. Et la durée, elle est de 6 mois. Donc ça, c'est l'indemnité de perte d'emploi. C'est une indemnité qui est engagée par la CNSS et non par l'employeur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Pas de questions? Ni sur le licenciement pour faute grave, ni sur le licenciement pour faute non grave, ni sur le licenciement pour abusif. Là, tout est clair. Le licenciement pour faute grave, soit professionnelle, soit pénale, on a vu ce que c'est. Pour faute non grave, il y a une procédure à respecter. Pour le licenciement abusif, on a vu toutes les indemnités, etc. Ce que c'est un licenciement abusif. Ok. Donc, on va passer aux autres types de licenciements parce qu'il n'y a pas que ces 3 types de licenciements. Il n'y a pas que le faute grave, faute non grave et licenciement abusif. Il y a le licenciement pour motif, technologique, structurel ou économique. Et on en parle beaucoup et on va en parler énormément pendant cette période de Covid, par exemple. Le contrat de travail d'un ou de plusieurs salariés, soit c'est tous les salariés, soit une partie des salariés de l'entreprise, peut être rompu par l'employeur pour des raisons non inhérentes à la personne. C'est force majeure. Et pas inhérente à la personne du salarié, comme c'est le cas pour le licenciement pour des motifs personnels, par exemple. Ce licenciement individuel ou collectif peut résulter des difficultés économiques, des mutations technologiques entraînant nécessairement une suppression ou transformation d'emploi. D'accord? C'est qu'on n'a plus besoin
de ses salariés. Le Code du travail consacre à ce type de licenciement toute une section et on qualifie cela un licenciement pour motif technologique, structurel ou économique. C'est la qualification qu'on a donnée à ce genre de licenciement. Mais on n'a pas, dans le code, vous n'allez pas trouver une définition précise de ce qui est, qu'est-ce que c'est des motifs technologiques, qu'est-ce que c'est un licenciement structurel ou économique. En revanche, les articles 66 et 70 ont le mérite de déterminer le champ d'application de ce licenciement ainsi que la procédure applicable en cas de licenciement économique. Donc, quelles sont les entreprises qui vont être concernées par ce type de licenciement? Vous avez des entreprises concernées selon le secteur d'activité. C'est les entreprises auxquelles s'appliquent les dispositions du Code de travail concernant le licenciement pour motifs qui sont motifs technologiques, structurels et économiques, soit les entreprises commerciales, industrielles, les exploitations agricoles, forestières et leurs dépendances, et les entreprises artisanales. Ainsi, les sociétés civiles, les coopératives, les syndicats, les associations et professions libérales sont apparemment exclus du champ d'application de ce genre de licenciement. Le nombre de salariés, ces dispositions sont applicables aux entreprises employant habituellement plus que 10 salariés. Donc, ce n'est pas le cas, un licenciement économique ne peut pas être dans une petite entreprise où il y a 3 ou 4 salariés. Là, on ne parle pas de licenciement structurel ou économique. On va parler d'un autre genre de licenciement, mais pas ce type de licenciement. Pour les conditions économiques, ces entreprises doivent connaître des difficultés économiques telles qu'une acuité qu'elles rendent impossible le fonctionnement normal de l'entreprise. Doit apporter, bien sûr, la preuve doit être apportée par l'entreprise pour dire on ne peut plus travailler normalement, il y a une problématique économique. Donc, la procédure qui est applicable dans ce cas-là se caractérise par sa complexité. Elle est très complexe. En effet, puisque les conséquences de ce type de licenciement est d'une grande gravité, et surtout pour garantir les droits des salariés licenciés massivement ou même individuellement, le Code du travail prévoit une série de démarches administratives externes à certaines mesures externes et certaines mesures internes. Le Code du travail donc, a introduit une innovation de taille consistant à l'application des représentants du personnel dans cette procédure. Quand il y aura les négociations, parce qu'il va y avoir une négociation, les représentants des salariés, avant c'était que les syndicats, que les représentants syndicaux. Aujourd'hui, même les représentants des salariés, sachant que la majorité, que les entreprises doivent avoir un représentant des salariés, ils vont être inclus dans la procédure. Et la procédure, elle commence comment? Comment les salariés vont savoir que leur entreprise subit un problème économique et par conséquent, il y aura un licenciement économique? La première chose, c'est que la direction, l'employeur doit, ou le représentant de l'employeur, doit informer et se concerter avec les représentants des salariés. Parce que vous imaginez très très bien, il faut toujours le représentant. Imaginons une structure immense qui emploie une centaine de salariés, ils doivent bien sûr toujours avoir quelqu'un qui représente les salariés avec qui les négociations commenceront et avec qui on va dialoguer. Donc, l'employeur doit informer les représentants des salariés des difficultés rencontrées par l'entreprise avant même de solliciter l'autorisation du gouverneur. Parce que oui, dans ce type de licenciement, le gouverneur intervient. Mais avant tout, la première chose, c'est qu'on doit informer les représentants du salarié, qu'ils soient syndicalisés ou pas. Hein. Donc, et ils doivent expliquer et informer et expliquer à ses représentants qu'il y aura des licenciements concernant une partie ou partie des salariés ou un salarié en particulier. Ainsi, au moins un mois avant le licenciement d'un ou plusieurs salariés pour des motifs technologiques, structurels ou économiques, l'employeur doit aviser les représentants syndicaux à l'entreprise, s'il n'y a pas les représentants du délégué des salariés dans l'entreprise de moins de 50 salariés, surtout quand on parle de moins de 50 salariés, de toute façon, il y a des représentants. Le comité d'entreprise dans les entreprises de plus de 50 salariés, là, on parle de comité d'entreprise,
De surcroît, ces représentants doivent disposer de tous les éléments à même de les aider à cerner la situation, soit les motifs du licenciement, le nombre et les catégories de salariés concernés, la période dans laquelle l'entreprise compte entreprendre ce licenciement. Ils doivent, ces représentants de salariés syndicaux ou pas, doivent avoir tous les éléments en main pour savoir de quoi il s'agit, quels sont les motifs, quel est le nombre, la catégorie de salariés concernés par ce licenciement, et la période dans laquelle l'entreprise, en gros, comment l'entreprise va faire, comment elle va procéder à ce licenciement. Et commencent les négociations. Des négociations et des concertations doivent en outre être menées avec les mêmes interlocuteurs, percités afin de réfléchir à des dispositions qui permettent d'éviter ce genre de licenciement et à des mesures visant ou atténuer les effets négatifs ou éventuellement à des possibilités de réinsertion de certains salariés dans d'autres postes. Donc c'est là où rentrent les fameuses négociations. Parfois, on voit ce type de négociation quand il s'agit de grandes sociétés. Au Maroc, rarement, mais on le voit surtout en France. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé avec la Société Continentale à l'époque de Hollande, ou Moulinex, où il y a énormément où il y a, comme en France, la présence médiatique fait que on voit ce type de négociations qui interviennent. Vous avez même le ministre de l'économie qui va intervenir, etc. Parce que là, il s'agissait de grands sites qui font travailler toute une ville. Hein. Donc, on est face à une catastrophe économique. Et effectivement, on entend parler, les négociations sont arrivées à ce point où les négociations se sont arrêtées, etc., etc. Donc, les négociations, ils commencent. Et ces négociations, bien sûr, ils ont but les représentants des salariés, ils vont faire tout leur possible pour atténuer les dégâts. Parce qu'il faut savoir que quand une entreprise elle commence à connaître des difficultés, automatiquement, la première chose, quand elle commence à faire des coupes budgétaires, ça sera les salariés. Ça sera des coupes budgétaires vis-à-vis des salariés et d'éliminer énormément de postes. Donc même l'État, hein, quand elle décide de faire des économies, la première chose, elle va voir le nombre de fonctionnaires, d'éliminer parce que c'est ça ce qui prend le plus du gain. Donc c'est normal que la première chose qu'on va décider de faire, c'est d'éliminer des postes, de licencier. Là, la négociation, elle intervient pour trouver d'autres solutions ou pour intégrer les salariés dans d'autres postes, mais pour ne pas éliminer et pour que les licenciements soient fassent le moins mal possible. Donc, quand la négociation prend fin, il y a un procès-verbal transcrivant les résultats de ces concertations, négociations qui est établi par l'administration de l'entreprise, signé par les deux parties, les représentants et l'employeur, et dont une copie est destinée au délégué provincial chargé du travail, au délégué des salariés et au comité de l'entreprise. Après, imaginons voilà qu'on est face effectivement à une problématique économique qui est grave, que malgré les négociations, il y aura ce licenciement économique. La deuxième chose à faire, donc on a commencé notre procédure, on a informé, on a négocié, il n'y a rien à faire, il y aura quand même des licenciements. La deuxième chose, ce sera l'autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province. Il faut savoir que quand une usine ferme dans une ville, c'est une catastrophe pour la province et pour la ville. Donc, pas la peine que je vous rappelle ça. Vous pouvez comprendre la catastrophe économique que ça peut engendrer pour une préfecture ou une province parce que ça fera des chômeurs en plus. Donc, moins de payeurs d'impôts locaux pour cette préfecture ou cette province. Donc, en vertu des dispositions du Code, le licenciement pour motif technologique, structurel ou économique est subordonné à l'autorisation du gouverneur selon les étapes suivantes. Donc, il y a des étapes. Donc, la première étape, c'est la demande d'autorisation. Donc, l'employeur, il va demander l'autorisation de licenciement qui doit être adressée au délégué provincial chargé du travail, accompagné du procès-verbal des négociations précité de tous les documents pouvant justifier ce licenciement, notamment un rapport exposant les motifs qui rendent nécessaire l'application de la procédure du licenciement, un état de la situation économique, parce que forcément,
on doit savoir de quoi il s'agit, pourquoi cette société elle est en difficulté, quel est le problème. Donc, elle doit le justifier par un état de situation économique financière de l'entreprise, un rapport réalisé par un expert comptable ou un commissaire aux comptes, donc c'est le tribunal, commissaire aux comptes, tribunal de commerce, et l'enquête, après la demande de l'autorisation, il y aura une enquête du délégué provincial. Le délégué chargé du travail, dès la réception du dossier de demande, doit l'examiner, mener les recherches qui lui apparaissent utiles à sa compréhension. Il doit transmettre ce dossier aux membres de la commission provinciale dans un délai ne pouvant pas dépasser un mois à compter de la réception de la demande de l'autorisation. Donc, en gros, le délégué provincial, il a un mois pour être sûr que l'employeur subit réellement un problème économique. Mais dans tous les cas, quand on arrive à cette étape, vu les négociations avec les représentants des salariés, c'est que effectivement, l'entreprise il y a de fortes chances qu'elle est en train de subir une crise économique. Mais on va faire un deuxième contrôle quelque part, et ce contrôle va être fait par le délégué provincial qui a un mois pour effectivement mener son enquête et voir est-ce qu'il n'y a pas de solution, est-ce qu'il n'y a pas le moyen d'éviter ce type de licenciement. Et si bien sûr il trouve que voilà, il voit que l'autorisation doit être acceptée ou il doit le transmettre à la commission provinciale. Donc l'examen, après on a un autre examen, celui de la commission provinciale, est chargé d'étudier le dossier, encore une fois, juste pour voir la lourdeur de ce type de licenciement. Donc franchement, une société qui va accomplir un licenciement économique, elle passe réellement par une crise économique. Donc, la commission, elle va étudier le dossier du licenciement, elle va statuer, elle est présidée par le gouverneur de la préfecture ou la province, et elle est composée d'un représentant des autorités administratives concernées par le licenciement en question, représentant des organisations professionnelles des employeurs et représentant des organisations professionnelles des salariés les plus représentatifs. Donc là aussi, la commission, elle va ramener, ça sera sur un cadre plus large, plus général. On ne va plus parler juste avec cet employeur, avec ce salarié. Non, non. On va élargir et on va mettre dans la commission les représentants des autorités administratives. Donc, on a l'État. Et face à l'État, on a l'organisation professionnelle des employeurs et l'organisation professionnelle des salariés et leurs représentatifs. Donc, on a chacun, il va essayer de trouver quand même une solution parce que, effectivement, la conséquence est très grave. Puis finalement, la décision du gouverneur sur le fond des conclusions de la commission, le gouverneur de la préfecture de la province va décider d'accorder ou non l'autorisation de licencier un ou plusieurs salariés pour des motifs technologiques, structurels et économiques, de fermer totalement ou partiellement l'entreprise au cas où la poursuite de son activité devient impossible. La décision du gouverneur doit être motivée. Il ne peut pas venir et dire ouais, ok, c'est bon, vous m'avez convaincu. Non, il doit motiver cette décision et doit survenir au plus tard 2 mois après la disposition de la demande de l'autorisation. Quels sont les effets de cette décision? Les conséquences de la décision du gouverneur vont être différentes selon qu'il accorde ou non son autorisation. D'accord? Lorsque l'autorisation est accordée, le licenciement des salariés s'effectue alors suivant les critères suivants: l'ancienneté, la valeur professionnelle et la charge familiale. C'est très important. On va prendre en considération, est-ce que on est face à des salariés anciens, et vous savez la règle, le dernier arrivé, le premier servi. Le dernier qui va arriver, c'est le premier qui va être licencié. La valeur professionnelle, c'est-à-dire, vous imaginez très très bien qu'un ouvrier sera plus facilement licencié qu'un ingénieur, parce que l'ingénieur, il apporte plus. La charge familiale, on prend en considération le célibataire, là aussi, il va être licencié plus facilement que quelqu'un qui a à sa charge une famille. De surcroît,
Une priorité du réembauchage est accordée aux salariés licenciés qui bénéficient également des indemnités légales de licenciement, des indemnités de perte d'emploi pour raisons technologiques, structurelles, économiques qui existent. Il y a une indemnité spécialisée rien que pour cette raison-là et des indemnités compensatrices de préavis. Si le gouverneur n'autorise pas le licenciement, dans ce cas-là, l'employeur passe outre et licencie quand même. Ce licenciement est assimilé à un licenciement abusif. C'est-à-dire que si le gouverneur, il trouve que c'est du n'importe quoi et qu'il n'y a aucune raison et que cette entreprise ne subit aucun problème ou que le gouverneur, il a proposé une étatique vis-à-vis de ce secteur et que malgré ça, l'entreprise, elle veut virer et donc par conséquent, il ne donne pas son accord, les personnes qui vont être licenciées malgré le désaccord du gouverneur seront considérés comme licenciés, un licenciement abusif. Par conséquent, la procédure de licenciement abusif, elle va être applicable ici sur les salariés licenciés et auront deux possibilités. Le recours au juge ou à la conciliation préliminaire afin d'obtenir soit la réintégration, ce qui est rare, tout en conservant le droit, ou les indemnités et les dommages et intérêts. Et on va lancer la balle au juge des affaires sociales qui décidera des indemnités, etc. Mais le caractère du licenciement abusif, là, on va pas, la question ne se pose plus, puisque la non-autorisation vaut licenciement abusif automatiquement. Dans le cas où la fermeture partielle ou totale des entreprises ou des exploitations, les dispositions relatives, j'ai une question de Ayoub, est-ce que l'ancienneté peut être considérée comme circonstance atténuante? On ne parle pas de circonstance atténuante. L'ancienneté, circonstance atténuante, Ayoub, tu veux dire quoi par circonstance atténuante? Circonstance atténuante, ça c'est un terme qu'on utilise dans le droit pénal. Il n'a pas lieu à être ici. Circonstance atténuante, c'est quand quelqu'un accomplit un délit ou un acte ou un crime et on dit ah, il a des circonstances atténuantes. Mais ça rentre pas dans notre sujet. L'ancienneté, elle est prise en considération dans l'indemnité. Et l'ancienneté, elle peut être prise en considération dans le choix des salariés qu'on va licencier si on veut licencier une partie des salariés pour cause économique, pour licenciement cause économique. Je m'explique. Oui, Ayoub, n'utilise plus le terme circonstance atténuante parce que ça ne fonctionne pas ici. Ça ne marche pas. Les juristes, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Circonstance atténuante, c'est un principe pénal. Donc, pour le licenciement, l'ancienneté, bien sûr, si on va choisir dans le choix des salariés qu'on va licencier, imaginons que c'est une usine du textile qui va subir un licenciement économique. Et on va licencier une partie des ouvriers. Donc, on va prendre en considération l'ancienneté. Celui le plus ancien va rester. C'est celui qui est arrivé qui va être licencié. C'est normal. Pourquoi? Parce que l'ancienneté donne à une indemnité. Et on a vu. On va compter l'ancienneté fois 1,5 et on va voir quelle est l'indemnité qu'on va donner à la personne qui a été licenciée pour le licenciement économique. Parce qu'il faut savoir qu'une personne licenciée, un licenciement économique, a le droit à une indemnité. C'est ce que je viens de dire. L'indemnité légale de licenciement, en plus de l'indemnité de perte d'emploi pour raisons technologiques, structurelles ou économiques, et indemnité compensatrice de préavis s'il n'y a pas de préavis. D'accord? Donc, si moi je vais licencier quelqu'un qui a de l'ancienneté, je vais lui donner beaucoup. Ça va me coûter plus cher que si je licencie quelqu'un qui travaille chez moi depuis 2 ou 3 mois. Donc oui, l'ancienneté joue un rôle, et un rôle très important. Par contre, c'est pas parce que l'ancienneté aussi, si c'est un ouvrier et je dois licencier les ouvriers, soit je sauve l'ouvrier, soit je sauve l'ingénieur, eh ben je vais sauver l'ingénieur, même si l'ouvrier il travaille dans cette entreprise depuis plus de temps que l'ingénieur. Est-ce que c'est clair pour toi, Ayoub? L'ancienneté, ça dépend. L'ancienneté où? Parce que l'ancienneté ouvrier, c'est pas l'ancienneté cadre. Vous voyez ce que je veux dire? L'ouvrier, il est interchangeable. On peut le changer. Mais le cadre, vu la compétence qu'il rapporte, on ne peut pas le changer rapidement.
Donc, l'ancienneté, c'est l'ancienneté, la valeur professionnelle et la charge familiale. Ça, c'est trois éléments qu'on prend en compte quand on veut licencier pour des raisons économiques, structurelles et technologiques. Hicham pose une question. Si l'entreprise part par une crise, combien le nombre qui ne peut pas le dépasser dans le licenciement des salariés, madame? Il n'y a pas de nombre. Si l'entreprise, elle passe par une crise, elle peut se fermer totalement. C'est ce que je dis. Soit il y aura une fermeture totale, donc tous les salariés de cette entreprise peuvent être licenciés, tous, sans exception. Soit la fermeture partielle, mais bien sûr, on prend en considération comme vous avez vu, il y a une procédure qui est très compliquée où l'entreprise, elle explique pourquoi elle va licencier et quels sont les salariés concernés par le licenciement. Et elle l'explique dès le début. Elle va l'expliquer déjà devant les représentants quand elle va leur annoncer le licenciement. Et les représentants doivent savoir tout. Combien de salariés? Il n'y a pas de limite. Et pourquoi ces salariés? Et est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éviter le licenciement? Donc, il n'y a pas de nombre ou dans la loi, on ne dit pas, l'entreprise, elle ne doit pas dépasser tel temps et temps de licenciement à cause de crise économique. Donc, pour ce qui est de la fermeture partielle ou totale des entreprises, comme je vous ai dit, les dispositions relatives pour motifs technologiques et économiques sont applicables pour la fermeture totale, comme je vous ai dit, ou partielle des entreprises fondées sur les mêmes raisons au cas où la poursuite de l'activité de l'entreprise sera impossible. Donc, si l'entreprise vous dit, voilà, moi je ne peux plus fonctionner et qu'elle est en difficulté et qu'elle va fermer, bah, vous imaginez très très bien qu'elle va licencier tout le monde. La 5000 en est bien la preuve. Vous voyez, la 5000, bah, quand il y a la 5000 ne fonctionne plus. Il n'y a pas de limite. N'importe quelle société, la 5000, c'était juste un exemple. Ok. Donc, les documents remis lors de la rupture du contrat de travail, quand vous avez rompu ce contrat de travail, c'est bon, soit vous avez démissionné, soit c'est un licenciement, vous avez reçu votre indemnité et c'est bon. Donc, on va vous remettre le certificat de travail. C'est quoi? C'est un certificat qui doit être délivré aux salariés par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail, quelle que soit la cause, et ce, en plus tard dans les 8 jours sous peine de dommages et intérêts. Donc, c'est la preuve, ce certificat va permettre au salarié de prouver qu'il a travaillé dans l'entreprise pendant un certain temps. Parce que, comme vous le savez très très bien, et vous le voyez dans certaines demandes d'emploi, il vous dit on cherche, par exemple, un juriste expérience 5 ans, par exemple. Donc, c'est ce certificat de travail qui permet de prouver que vous avez travaillé 5 ans dans une autre entreprise et que vous avez l'expérience de 5 ans. Et le salarié a le droit de l'avoir dès qu'il quitte le travail et quel que soit le motif du licenciement. Même si le licenciement est pour faute grave, l'employeur est dans l'obligation de donner ce certificat de travail aux salariés. D'accord? Donc, c'est très important. Donc, en vertu des dispositions légales, donc ce certificat doit mentionner les dates d'entrée et de sortie du salarié dans l'entreprise et les postes de travail qu'il a occupés pour expliquer, voilà, quelle expérience il a. Les parties peuvent, d'un commun accord, préciser les qualifications professionnelles du salarié. Si un salarié part de l'entreprise et démissionne avec un commun accord, qu'il n'y a pas de problème, donc ils peuvent se mettre même d'accord sur les qualifications professionnelles, les services qu'il a rendus à l'entreprise, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a le certificat du travail. Puis il va recevoir le reçu pour solde de tout compte. Le salarié, à la cessation du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, est tenu de signer le solde de tout compte à son employeur en vue de s'acquitter de tout paiement envers lui. Là encore, quel que soit le motif du licenciement. Compte tenu du reçu pour solde de tout compte, donc le reçu doit contenir obligatoirement la signature du salarié précédée de la mention lue et approuvée et les indications suivantes. La somme totale versée pour solde de tout compte avec l'indication détaillée de tous les paiements, les indemnités de licenciement, les indemnités compensatrices,
de préavis, les indemnités du congé payé, tout ce que le salarié doit à l'employeur doit être dans ce solde, dans ce compte tout solde. Il doit contenir le délai de forclusion de 60 jours en caractère visible, le fait que ce reçu est établi en 2 exemplaires, dont l'un est remis au salarié et l'autre à l'employeur. La dénonciation du reçu pour solde tout compte. Le reçu pour solde tout compte peut être dénoncé par le salarié dans les 60 jours suivant sa signature, c'est-à-dire c'est pas final. Hein. S'il a signé le solde tout compte, il va chez lui, il regarde le solde tout compte, il dit mais attends, non, mais attendez, moi on m'a pas encore versé toute l'indemnité alors que dans le solde tout compte elle est inscrit versé. Il a 60 jours pour dénoncer le solde tout compte. C'est pas définitif. Il a encore la possibilité de dénonciation du reçu pour solde tout compte. Et la dénonciation du reçu doit indiquer les différents droits dont le salarié entend se prévaloir et être notifié, soit, encore une fois, lettre recommandée avec accusé de réception, pour qu'on a la preuve qu'on a notifié, adressée à l'employeur, soit par une assignation devant le tribunal. Les effets de ce reçu, le reçu pour solde tout compte, valablement établi et non dénoncé dans les 2 mois, il libère définitivement l'employeur vis-à-vis du salarié pour les sommes mentionnées avec le reçu, c'est-à-dire, voilà, on ne vous doit rien, monsieur le salarié, c'est bon, c'est fini. Est régulièrement dénoncé ou eu à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu de somme qui y figure. S'il est régulièrement dénoncé en bonne ou due forme, ça ne peut être qu'une preuve de somme reçue, mais il perd la qualité du reçu pour solde tout compte. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Avant qu'on passe, pardon, je suis enrhumée. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe la semaine prochaine? Juste pour que vous puissiez, on va parler des relations collectives de travail, pour qu'on parle de comment on rédige une convention collective et ainsi de suite. Vous n'avez pas de questions? Tout est bon? Pas de questions sur le licenciement? Oui, mais non, pas encore. Je ne vais pas vous l'envoyer maintenant, tout de suite. Mais vous allez le recevoir bientôt. Il faut juste que je remette la mise à jour, parce qu'il y a toujours un petit problème de mise à jour vis-à-vis des articles, etc. Et après, je vous l'envoie. Ne vous inquiétez pas, vous allez l'avoir. Il n'y a aucun souci, vous allez l'avoir. Vous allez avoir un support. Mais le plus important, c'est ces enregistrements. Est-ce que vous n'avez pas de questions vis-à-vis du licenciement? Vous allez avoir le support et vous allez aussi avoir des cas pratiques à me faire parce que il y a de fortes chances que vous allez avoir un cas pratique à l'examen si c'est un examen, dans tous les cas, hein. Il y a des chances d'avoir un cas pratique. Je ne dis pas que c'est obligatoirement vous allez avoir un cas pratique, mais il y a des chances d'avoir un cas pratique. Donc c'est bon pour vous, tout est bon, c'est bien clair. Les autres personnes qui écoutent, ils peuvent aussi envoyer des questions, m'envoyer des questions quand vous écoutez les autres. Donc j'ai une question, madame, il n'a plus. Ben oui, la clause de concurrence, elle fonctionne, mais elle n'est pas éternelle après le licenciement. Ben, elle n'est pas éternelle. Vous devez respecter la clause de non-concurrence dans tous les cas, mais elle est limitée dans l'espace et dans le temps, comme on a dit. D'accord? Pour le licenciement, tout est bon. Donc, écoutez, parfait. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère qu'il n'y aura pas de couac. Je ne sais pas si la semaine prochaine c'est férié ou pas. Mais dans tous les cas, au prochain enregistrement. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.